Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Comtesse et le Cactus, ou plutôt La Comtesse sans son cactus, car c'est un épisode un petit peu hors série. Pourquoi ? Parce que il n'y aura pas de stream avant un bon moment, avant mi-octobre, voire même fin octobre. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit exposé, on va dire ça comme ça, histoire de ne pas vous abandonner pendant 2 mois sans une petite piqûre de rappel du lore en cours. Alors je sais que beaucoup d'entre vous nous écoutent justement pour suivre plus facilement l'aventure, parce que Sheol, c'est une campagne qui est dense. Il y a beaucoup de lore qui donne de la richesse historique et de la profondeur à cette aventure, mais qui n'est pas forcément essentielle pour l'intrigue, et c'est pas toujours évident de faire le tri. Nous, on essaye de vous donner un maximum d'éléments, on ne sait pas si on insiste sur les bons sujets, et il y a probablement des parties très importantes qu'on a laissées complètement de côté. Qu'est-ce qui est vraiment crucial pour cette histoire, et qu'est-ce qui n'est que, avec des grosses guillemets, du décor? Seule Fibre le sait pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, je vais revenir ici sur quelques éléments des épisodes 12 et 13. L'épisode 13 notamment a apporté pas mal de ce qu'on pourrait qualifier de deep lore, des éléments passionnants qui serviront à nourrir une théorie que je partagerai avec vous à la fin de ce podcast. Bref, c'est un petit épisode de transition pour vous garder dans le bain en attendant qu'on se retrouve avec DJ Cactus pour débriefer ensemble les épisodes 14 et 15 de Game of Thrones Sheol. Qu'est-ce que je retiendrai de l'épisode 12 ? Alors, l'épisode commence avec la fin du combat de boss contre Roman. Un moment qui est très drôle, mais qui est aussi un peu frustrant parce qu'on n'apprend pas tant de choses que ça. La conversation entre les PJ et Roman n'a finalement pas duré aussi longtemps que je l'aurais souhaité. Cependant, Ariane en ressort avec une nouvelle capacité, celle d'emmener les gens dans ses propres dédales mentaux. Et on est très curieux de voir ce qu'elle va réussir à en faire. Direction le 13e palais, et plus précisément la chambre de Clovia. Je l'avais pré-shot, ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on la rencontrera. Outre le fait que c'est le festival des péripéties improbables avec, entre autres, ce move lunaire de Daz qui décide d'étrangler un personnage par derrière alors que l'affaire était déjà réglée, sans oublier le petit échec critique qui vaudra à cet épisode le titre de massage funeste. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les aventuriers découvrent une lettre de Clovia Brogi. Elle est assez importante. Elle y affirme noir sur blanc que c'est elle qui deviendra la reine de Sheol, et non son oncle Valkars, qui semble être la source de leur désaccord. Dans sa lettre, elle cite une prophétie gravée sur le mausolée de Miragone. Le péril reviendra, et Sheol fragmenté s'unira sous la couronne d'un roi, dans les veines duquel coulera le sang des hommes de jadis. Clovia, qui est une femme de jadis, elle est persuadée d'être cette future reine. On y apprend qu'elle ignore la nature du péril, qui est mentionné dans la prophétie, qu'elle est venue à Miragone pour trouver la tombe d'Asaba, et elle parle aussi des souterrains de Miragone, où se trouvait autrefois le quartier général d'Asaba. Donc ça, j'espère qu'ils vont le retenir et qu'ils vont aller explorer donc ces souterrains de Miragone, mais je crois que Fibre ne les laissera pas passer à côté. Il finira bien par trouver un moyen de les y emmener. Elle mentionne également son amie Kélis de Kellogg's, qu'elle a envoyée à l'horizon perdu et qui a été capturée par des rebelles indépendantistes. Ces derniers exigent une carte d'une cité des hommes de jadis qui serait maintenant entre les mains de Clovia en échange de sa vie. La prochaine étape donc de la quête Trouver Clovia se trouve maintenant à l'horizon perdu. À l'anguille de bronze, on découvre derrière un faux spagnolo une nouvelle fresque Rex Gracia Septem Titanorum, comme celle de la grotte de l'île aux tortues, découverte aux côtés d'Anubis, le fameux explorateur crétin. Cette première fresque dévoilait un éclair et un sablier, correspondant sûrement au titan de l'orage et au titan du temps. Celle de Miragone, elle rajoute un nouveau symbole, celui d'un œil prisonnier d'une masse noire. Donc l'hypothèse d'Ariane, c'est qu'il s'agit probablement du titan des abysses. Ces nouvelles fresques, ça me fait un peu penser au Sela de la première campagne, ces différents endroits qui sont sacrés et cachés et qui disséminent un peu des informations sur le lore à travers la map. C'est le type de lore que j'aime beaucoup. Et ça me fait penser aussi que si on en croit la salle des titans du musée de Miragone,
En fait, il existe beaucoup plus que 7 titans. Rien que l'Horizon Perdu en décrit 6 différents. Peut-être que ces fresques, ce sont en réalité le cheat code pour la bonne combinaison, pour les bons 7 titans à libérer pour unir Sheol et devenir reine ou roi. Dans l'eau de la grotte, ils vont aussi récupérer un diamant mystérieux, mais pour l'instant on n'en sait pas plus, espérons seulement qu'ils s'en souviendront. Ensuite, direction le colosse de Miragon, considéré par les autochtones comme le titan d'Arcadia. Tout a l'air d'indiquer, pour les viewers du moins, qu'il s'agit d'une fausse piste, parce que les habitants d'Arcadia ne prennent même pas en considération le titan du temps à ce moment-là. Ils le considèrent comme un mythe ridicule, un personnage d'un roman à l'eau de rose. Or, nos héros, ils l'ont rencontré, et il n'y a pas de raison qu'il soit pas un véritable titan, vu ses pouvoirs, vu tout ce qu'on sait sur lui. Je pense donc que on peut écarter cette piste que le titan d'Arcadia ce soit le colosse. Ce qu'on comprend de ce colosse, c'est qu'il s'agit d'un automate des hommes de jadis qui a été arrêté par Asaba et qui se battait autrefois aux côtés de Romains et Romaines. Alors, rappelez-vous aussi de cet épisode de la saison Valencia, où on découvrait, dans la 5e couche d'Aria, des automates géants qui auraient servi de police au peuple fondateur. Est-ce que on va trouver la clé capable de réanimer ce géant de métal dans cette campagne? La perspective, elle est assez excitante, mais ça n'est qu'une des milliards de quêtes à suivre dans cette aventure, donc on va pas trop s'emballer tout de suite sur ce sujet, même si ça peut donner une scène vraiment trop cool. Alors, autre point marquant, leur passage éclair à la guilde des guides. Vraiment, personne, je pense, ne leur en voudra d'avoir oublié cette lettre de Landou. Ils ont vraiment vécu 1000 vies depuis. Enfin, je pense que personne leur en veut. Ceci dit, maintenant que ça a été redit à la fin de l'épisode, on croise vraiment les doigts pour qu'ils s'en souviennent la prochaine fois. Parce que j'ai vraiment hâte qu'on soit confronté à leur séquence tentation, comme celle qu'a vécue Asaba par le passé. Puis on passe à l'horloge de la gare. Tout d'abord, big up à JB pour le thème SNCF qui est vraiment un banger. Que retenir de cette séquence importante? Alors, parlons tout d'abord du clutch de Daz avec la question du nombre de rois de l'Horizon Perdu. Et il va dire au pif un seul, ce qui soulève en réalité plein d'interrogations. On découvre donc que Prismus, roi de l'Horizon Perdu, est immortel, mais pourquoi? Et est-il seulement humain? C'est les questions qu'on se pose. On ne le sait pas pour l'instant, c'est seulement qu'il a envoyé Dame Chirello enquêter sur le sujet afin de retrouver sa mortalité. Donc son enquête va la mener sur la piste du Titan du Temps et de son chat, Walsh, capable de vieillir tout ce qu'il touche, et elle en est d'ailleurs morte. On découvre l'ouvrage Tuer le temps du chronomancien Daisuko, big up à Daisuko, qui cherchait à percer les secrets de l'écoulement du temps. Donc en gros, on a un roi qui veut vieillir, on a un titan du temps qu'il faut vaincre ou libérer, tout ça n'est pas encore clair, et ils ont maintenant la parure complète pour supposément tuer le temps. Et aussi, ils ont de quoi faire du chantage parce qu'ils ont récupéré le petit chat du titan, qui va porter les attributs du tueur de temps. Ça a l'air d'osciller entre Savroche ou Milan, à savoir que Milan possède bien du sang des hommes de jadis, et pourrait donc devenir le Rex Gracia Septem Titanorum si on en croit les dires de Clovia Brogi. L'épisode 12 se termine avec une impression de déjà-vu, exactement la même conclusion que dans l'épisode 10, laissant planer le doute, est-ce qu'on tourne en rond dans cette aventure ou est-ce que c'est un clin d'œil appréciable? Alors moi je trouve ça plutôt sympa et j'ai hâte de voir la conclusion de cette confrontation. Quelques trucs en vrac qui m'ont fait rire dans cet épisode, l'attaque très pipi caca, n'oublions pas que je suis une auditrice du Floodcast, l'attaque pipi caca de Savroche sur Romain pour faire rire Roman, je trouvais ça très drôle, l'hilarant Pecno-basique et ses remarques classistes. Et puis il y a ce petit moment vers la fin de l'épisode où il y a le portrait des aventuriers. Chacun propose sa pose et puis il y a le peintre qui dit ne vous fiez pas aux rumeurs, je suis un excellent peintre. Je sais plus qui dit ah bon, quelle rumeur? Et il fait oh non non rien.
Voilà, bon, ça me fait beaucoup rire. Et je sais pas, je trouvais que la scène, elle était très chouette. C'est Milan qui propose qu'il fasse le fan art, on va dire, hein. Et Savroche, il est super enthousiaste. Il est là, oui, c'est une bonne idée et tout. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était très bon enfant et très sympathique. D'ailleurs, on attend les fan art. Je sais qu'il y a des gens très talentueux dans la communauté de Fibre Tigre et j'ai trop envie de voir cette peinture voir le jour. J'enchaîne directement sur les éléments à retenir de l'épisode 13. On y découvre entre autres que le calendrier d'Arcadia démarre avec la mort d'Asaba et on nous confirme que nous sommes en l'an 1000. On y apprend que les pirates libres, eux, comptabilisent le début de leur ère 7 ans auparavant avec la venue d'Asaba et son association avec les pirates. Je sais pas si cet élément est important, mais je le mentionne parce qu'ils devront peut-être s'associer aux pirates dans le futur. Mais on va surtout parler d'un autre personnage. Dans sa lettre, Clovia Brogi mentionne une certaine Divina. C'est elle qui aurait prononcé les mots qui sont gravés sur le mausolée. Le péril reviendra et Sheol fragmenté s'unira sous la couronne d'un roi, dans les veines duquel coulera le sang des hommes de jadis. Et on apprend plusieurs choses sur Divina dans cet épisode hors série Enquête. On y découvre une liste des différents rois et reines de jadis, qui étaient donc les souverains de Sheol, avant sa scission en 7 royaumes distincts. On y découvre que Divina l'ultime, c'est la dernière souveraine de Sheol avant cette fracture, qu'elle est la prophétesse du retour des hommes de jadis en Sheol. On la représente assise sur un trône en spirale, le bras levé et une lance dressée vers le ciel. Et avant elle, il y a eu un certain Lovquack le Banni qui s'est saisi du trône de Sheol de force, et c'est cet événement qui a entraîné la guerre civile qui s'est passée il y a 1000 ans. Ce qu'on apprend aussi sur Divina, c'est qu'elle s'est rendue sur l'île de Sombre Pigeon, cette fameuse île de Takyu, qu'on appelle aussi l'île du temps d'ailleurs. Dans le livre lu par Klemovitch au début de l'épisode, on se demande pourquoi elle s'appelle comme ça, pourquoi l'île du temps d'ailleurs. Eh bien, on apprend plus tard que sur cette île, Divina tenta d'ouvrir un passage vers ce qu'elle appelle le temps d'ailleurs, la 25e heure du jour, afin de fuir la menace du dieu corrupteur. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, mais je pense que c'est un élément qu'on sera content de retenir. Et c'est là que je vais vous partager ma théorie foireuse. Alors je vous le dis tout de suite, elle ne tient pas sur différents aspects, mais peut-être que certains éléments sont intéressants, donc je vous la partage malgré tout. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les souverains de Sheol qui sont mentionnés dans l'épisode, mais si on lit en diagonale, on parle de cité-stèles, de ponts de lumière, de codex de verre, de sources de savoir infini au sein d'une cité mécanique. On y parle même de cœurs d'énergie pour créer des titans gardiens. Et puis, on parle d'un premier vaisseau allant vers la Lune et d'une mystérieuse planète sœur. Tiens. Alors oui, on sait que les hommes de jadis étaient des rois de la technologie, ils ont laissé en Sheol un train fonctionnel, des cités, un colosse, mais à ce point, des vaisseaux qui vont sur la Lune. Du coup, plutôt que d'être dans un autre monde, est-ce que Sheol ne serait pas plutôt dans un autre temps ? Est-ce qu'on serait pas depuis le début allé dans le futur ? Donc, on imagine le monde d'Aria, qui a évolué. Ils ont fait des découvertes, des avancées technologiques. Dans le tribunal des dragons, il y a déjà la technologie Noc qui est très très avancée, il y a la prison dans le ciel, etc. Ils ont même réussi à partir dans l'espace. Puis, pour une raison ou pour une autre, il y a eu un effondrement de la société. Ils sont repartis à zéro en tant que civilisation. Les hommes de jadis, est-ce que c'est pas simplement Aria avant cet effondrement ? Le 7e royaume disparu, c'est pas où qu'il faudra le chercher, mais c'est quand. Le passage vers Sheol dans l'épisode 1, est-ce que c'était un portail vers un autre endroit ou plutôt un portail qui t'envoie dans le futur ? Quand Divina elle essaye d'ouvrir un passage vers le temps d'ailleurs, pour fuir le dieu corrupteur, est-ce qu'elle n'a pas essayé de retourner à l'époque d'Aria, donc dans le passé ? Dans la liste, on lit aussi que l'un des souverains a refusé la vue pour mieux entendre la rumeur du dieu corrupteur et il a fondé la Société des Échos. Est-ce que le dieu corrupteur, comme le présuppose Lydia, est-ce que c'est pas le dieu protecteur dont on entend tant parler dans Sheol ? Est-ce que c'est lui qui a causé l'effondrement de cette société qui était si bien partie ?
Est-ce que le péril qui va revenir, c'est le dieu protecteur? Est-ce qu'il va revenir à travers le miroir du domaine de la clé? Voilà, ça c'est ce qui se passe dans mon cerveau. Voilà les éléments que j'ai retenus de cet épisode hors série. Alors, même si jusqu'ici je me suis concentrée sur l'aspect plus objectif, plus axé lore de notre émission, La Comtesse et le Cactus, c'est avant tout du débrief où on donne notre avis. Je sais que je parle pour nous deux en disant ça, ces 2 épisodes nous ont probablement un petit peu moins convaincus. Surtout l'épisode hors série, qui était une murder party extrêmement bien écrite, si elle avait été jouée en 4-5 heures et si elle n'avait pas été parasitée par cette partie d'échecs en parallèle. En soi, la partie d'échecs, c'était une bien belle idée. Je comprends tout à fait pourquoi cette mise en scène a été proposée pour cette émission, mais je pense qu'elle a donné des maux de tête à beaucoup de monde. Et en plus, elle nous a pratiquement privés de 2 joueurs, dont, et c'est là, selon moi, que ça pêche, d'un invité qu'on attendait avec impatience et qui était presque absent de l'émission. Bon, j'exagère un petit peu, évidemment, hein, il était là, notre Klemovic, mais il a beaucoup moins participé. On a eu le droit à beaucoup moins de joute verbale qu'on aurait pu s'attendre avec quelqu'un comme lui dans l'émission. Je serais curieuse de savoir comment vous avez reçu, vous, cet épisode 13, parce que je pense qu'il était très cool sur certains aspects. Par exemple, en tant que joueuse, j'aurais adoré jouer cette aventure. J'adore les jeux de déduction, et là, il y avait tellement de couches, tellement de liens possibles à faire entre différents éléments, ça doit être hyper stimulant. Ce petit moment de eureka que tu as quand tu fais un lien, c'est vraiment grisant. D'ailleurs, je peux pas parler à leur place, mais je pense que les PJ ont passé un excellent moment. Par ailleurs, j'ai beaucoup aimé le début, ce décor planté de manière très cinématographique, l'ambiance insulaire, l'architecture du lieu qui était très détaillée, très bien décrite, la présentation des joueurs d'échecs au début, elle est vraiment sympa, la petite ambiance Game of Thrones Justice avec le fameux jingle Law and Order, et puis l'entrée théâtrale du cadavre qui passe à travers la verrière, ça c'était vraiment extra. Ensuite, ils examinent le corps, et puis il y a la partie d'échecs qui commence, et là, ça devient compliqué pour moi. Entre les exclamations de MV et Clément sur la partie d'échecs qui passe au-dessus des dialogues liés à l'enquête, j'ai carrément décroché pendant le live. Donc, il y a des très bonnes choses dans cet épisode qui font que probablement mon avis, entre grosses guillemets, négatif, sera peut-être pas l'avis majoritaire concernant ce hors-série. D'autant plus qu'on a eu la présence de Dorian dans le chat avec le fameux juge pénitent chat Twitch, et c'était de très bon goût, c'était un élément divertissant qui était hyper bien amené, mais j'ai quand même envie de vite expliquer ce qui a moins fonctionné pour moi. Et là j'insiste sur le fait qu'on rentre dans une partie qui n'engage que moi, je connais pas l'avis de Flavien sur ces éléments précis, je sais juste qu'il a lui aussi moins aimé cet épisode enquête. C'est une partie que j'ai moins écrite, que je voulais plus spontanée, donc c'est parti. Déjà, les PJ, ils étaient pratiquement eux-mêmes, en fait. J'avais la sensation d'avoir Lame, Lydia et Daz qui jouent à un jeu d'enquête, plutôt que d'être dans un épisode de Gore Sheol. Il y a d'ailleurs eu pratiquement aucun moment de véritable RP. Je suis sûre que j'exagère, hein, c'est un ressenti a posteriori, mais mis à part les quelques moments de Bourdon masqué qui étaient très rigolos, j'ai pas eu cette sensation d'avoir des échanges entre les personnages de cet univers que je suis depuis le début de cette aventure. Ça n'empêche que l'équipe, elle a été vraiment impressionnante, je trouve. Ils ont été très forts dans leur déduction. Lame notamment, qui a pris peut-être un peu trop de place. Il a un petit peu écrasé Lydia par moment, mais qui a été très fort avec ce moment assez marquant quand il débarque chez Mélusine et il lui explique en 2 temps 3 mouvements qu'il a tout compris à son histoire, qu'elle est là parce que ses parents, le bateau de pirates disparu et tout. Tout le monde est scotché des déductions qu'il est capable de faire, mais de nouveau, ça empêche complètement une séquence de RP. C'est un moment qui illustre à la fois les talents d'enquêteur de Lame, mais aussi ce manque d'interaction qui m'a manqué pendant cet épisode. Mon vrai problème, si je devais citer le plus important, c'est que je suis pas sûre qu'on a eu assez d'éléments pour résoudre l'énigme finale. Nous, spectatrices, et même eux, joueuses. Parce que je pense, alors je vais essayer de structurer ça, je pense qu'on a bien pu comprendre et apprécier plein d'éléments de cette histoire. Les amours contrariés, la piraterie, le diplore avec Divina, l'histoire du sosie, même elle était assez facilement trouvable. Mais est-ce qu'il y avait assez d'éléments
révélé pendant le live pour résoudre l'énigme du meurtre en soi. Le fameux qui a tué qui et pourquoi et comment, en fait, je suis pas sûre. Après, c'est toujours comme ça les enquêtes, il y a plein d'éléments qui échappent à la recherche et il faut combler les trous. Mais là, pour trouver la solution, il y avait peut-être trop de trous à la fin des 2h30. Il y a beaucoup d'éléments charnières de l'énigme qui ne pouvaient être découverts qu'en trouvant un seul élément spécifique. Il y a même un élément qui était trouvable qu'en confrontant un seul personnage sur un seul sujet. C'est trop précis, je trouve, pour une soirée de 2h30 de jeu, où il y a autant de lieux à fouiller, autant de gens à questionner. Et tous ces trous à boucher, ils ont été déballés par Fibre en fin d'émission. Un Fibre en toute discrétion, presque qui s'excuse d'être là. Pendant la fin de la partie d'échecs, on n'a rien compris. Enfin, c'est vraiment dommage d'avoir eu cette fin un petit peu, je sais pas, comme si on devait se débrouiller pour essayer de comprendre l'histoire. Et voilà, donc un poil déçu parce que je pense qu'avec une histoire beaucoup plus simple, on aurait pu avoir une super émission. Et si on avait plus vite compris que la partie d'échecs en parallèle, ça ne fonctionnait pas, je pense qu'on aurait eu quelque chose de bien meilleur. Je terminerai par soulever un élément qui, a posteriori, m'a beaucoup plu. C'est quand l'âme entreprend d'énumérer qui se trouve sur l'île, il mentionne Maurizio, Louloub, Mélusine, les enquêteurs et les joueurs d'échecs. Et la Fibre y rajoute « et Sombre Pigeon ». Alors personne ne relève à ce moment-là parce qu'il pense qu'il mentionne le cadavre, mais oui, le vrai Sombre Pigeon est bien quelque part sur cette île, et c'est là tout le sel de cette intrigue. Bah, en vrai, t'as dit exactement tout ce que je pensais. C'est pas vrai! Ah, j'adore quand ça Je arrive. jure, je pense exactement la même chose. Donc pour le contexte, avant de te laisser parler, mon cher Cactus, j'enregistre cet épisode sur Discord et j'avais proposé à Flavien de passer s'il avait l'occasion de venir nous faire un petit coucou. Il est là. Je suis contente de te voir, mon cher Cactus. Comment tu vas? Salut, ça va? Je m'incruste un peu dans ton monologue, dans ton épisode hors série, du épisode hors série finalement. C'est très vrai. méta tout ça. Oui. Et je viens juste ramener mon petit grain de sel à la fin de l'épisode, juste pour donner mon avis insignifiant, qui est très proche du tien, il me semble. Je t'ai écouté un petit peu sur la fin et en vrai, j'ai rien à rajouter. En vrai, t'as mis les mots sur tout exactement ce que je pensais. Tout est parfait de ce que tu viens de dire. Moi, j'ai trouvé dommage même à la fin que Fibre, tu sais, je sais plus, à un moment, il dit qu'en gros, il fallait ouvrir le coffre. Puis les joueurs sont en mode, ah bah, il y avait quoi dans le coffre? Et puis genre, oh non, non, c'est bon. C'est Oui. fini, mais c'est dommage parce qu'en fait, il aurait peut-être pu faire son, tu vois, la fin en disant bon, bah, on ouvre le coffre, et puis dans le coffre, il y a ça, et puis qu'est-ce que vous pouvez en déduire, tu vois. Ah, Plutôt que de rusher un petit peu la toute fin où en fait on comprenait rien, tu vois. C'est exactement tout ce que tu as dit, quoi. En fait, j'avais l'impression que c'était vraiment un hors-série et un peu un hors-série où on n'a pas donné autant d'amour que dans les autres épisodes, tu vois. Même comment la disposition des canapés, en fait, justement comme tu dis, eh ben il y a eu aucun RP. Il y avait pas, ils étaient pas dans leur personnage. Et il y a vraiment plus un mode de ah, on est à la détente, on est à la cool sur des canapes, on s'en fout un peu. Ah, je vais me lever, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est difficile à suivre visuellement, c'est difficile à suivre au niveau du son. Il y a beaucoup de trucs visuels, du coup, quand t'écoutes juste, ben, c'est difficile à suivre aussi. Enfin, il y a plein d'aspects qui font que tu sors énormément. Moi, j'ai beaucoup décroché dans cet épisode. Et en vrai, t'as mis les mots dessus. Je pense que t'as exactement les bonnes explications de pourquoi ça a moins marché selon moi. Et tout en disant et en respectant que bah, le scénario était vraiment génial, que c'est un peu frustrant d'autant plus par rapport à ça, parce que l'émission était vraiment chouette. Mais ouais, c'est un peu toute la mise en forme, je trouve, qui fait que... Parce que le fait qu'il n'y ait pas de jet de dés, effectivement, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça t'évite d'avoir des frictions là-dessus, de potentiellement pas trouver, parce que c'est juste Ce qui est intéressant, c'est un peu la réflexion, c'est genre, ok, on va regarder ça, on va trouver ça, ok, il se passe ça, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Donc ça, la réflexion, elle est bonne, et du coup, il n'y a pas besoin de jet de dés, surtout dans une soirée aussi courte. Mais ça n'empêche pas que, bah ouais, le format a cassé un peu tout ça, je pense. Voilà. Mais en vrai, mon avis là, zéro intérêt, parce que tu viens d'expliquer tout parfaitement. Pas du Si, je tout. te jure. J'étais précisément occupée de me dire que je suis trop contente quand même que tu aies pu venir intervenir sur mon exposé de troisième là, parce que tu as vraiment apporté des éléments que j'ai pas abordés qui sont vraiment importants. Par exemple, tous ces assets visuels
qui sont, j'espère que tu écouteras l'épisode que j'ai fait, mais qui sont hyper Bien sûr. importants au niveau du lore parce qu'on a bouffé des trucs zinzin par rapport à ces assets visuels. Mais le fait de devoir aller back and forth tout le temps sur ces assets qui n'ont jamais été lus à haute voix à aucun moment, ça faisait beaucoup d'informations. Le fait qu'il cherche énormément aussi dans ses feuilles, c'était compliqué. Et ça, c'est aussi le problème de. T'as pas de table, du coup, t'as pas de support, Mais du coup, quel tes feuilles, il faut que tu les enfer! tiennes. Parce que c'est pas un jeu de rôle normal, tu vois. Enfin vraiment, pour moi, c'était une murder party qui n'a pas été filmée comme une murder party. Parce qu'ils ont déjà fait des murder party Gozulting et ça cartonnait. En fait, c'est quasiment impossible, je pense, pour les joueurs de à la fois jouer cette partie et en même temps suivre toute la trame. Et plusieurs fois, on a entendu MV et Klemovic un peu revenir dans leur partie et se dire attendez, vous avez dit quoi? Il s'est passé quoi? Après, ça a été pas mal parce que les gens ont pu faire des petits rappels. Et puis moi qui décrochais un peu souvent dans cet épisode, ça Oui, m'a c'est permis de vrai, raccrocher un peu t'as les raison. wagons, on va dire. Finalement. Mais ouais, je pense que c'est difficile parce que donc ça t'amène que tu as plusieurs joueurs qui sont pas ou moins investis que d'autres et il y a un décalage qui se crée et donc ouais, ça là-dessus je pense que ça a pas très bien marché. Mais je pense quand même que eux deux, ils ont passé un bon moment. Ils étaient à fond dans leur partie d'échecs. En fait, Ouais. c'est ça aussi qui a pêché. Ah ouais, C'est clairement. qu'ils étaient à fond et que on est sur deux personnes un peu compétitives et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'ils n'arrivaient pas à se détacher de leur partie. Mais comme tu dis, ça a permis de faire des petits résumés par moment, donc ça c'est pas plus mal. Ouais. Tu m'avais demandé si j'avais une idée de l'avis majoritaire qu'il y avait sur cet épisode et ça a l'air d'être plutôt positif. Donc Ok. on est peut-être des gros cons. Voilà tout ce que j'ai à rajouter pour terminer cet épisode. Oui, c'est fort probable qu'on soit des gros cons, effectivement. Non, je pense qu'on est un peu exigeant, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même apprécié globalement l'histoire, l'épisode, la trame, etc. Tous ces trucs-là. C'est juste que il y a plein de petits détails où on est un peu exigeant. C'est vrai, on est des suceurs exigeants. Je pense que ça nous définit bien. Exact. Oui, on passe notre temps à dire qu'on kiffe, on surkiffe tout. C'est juste, voilà, moi j'ai hâte au prochain épisode, j'ai hâte de reprendre ce cliffhanger sur lequel on est arrivé. Ils sont au niveau du titan du temps, avec le chat. Tout à J'ai fait. hâte de voir tout ça. Ouais, moi aussi. Merci Flavien. Et de rien, je suis vraiment passé en coupe de vent et je suis désolé de ne pas avoir pu participer plus tôt, mais Ah non, ça m'a fait plaisir. Et j'ai hâte de t'écouter parce que j'adore t'écouter. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour s'écouter. Parler toute seule là, je sais pas ce que ça va Ah oui. donner. Oui, c'était- Ah ouais, j'avoue, je comprends. je Mais sens- honnêtement, moi je t'ai écouté, ça avait l'air très cool, juste un petit peu, mais ça avait l'air très cool. Ainsi se termine ce petit épisode dissertation. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau La Comtesse et le Cactus, avec le cactus cette fois. Oui, à bientôt. À bientôt!